Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on est avec Jérôme Blanchet-Gravel, les pieds sur le pouf, Javier Milei, discours au World Economic Forum. Il fait trembler les gens. Un méchant libertarien. Est-ce qu'il serait même complotiste? Merci, Jérôme. Ce que j'aime de parler de ce sujet-là avec Jérôme aujourd'hui, c'est que Libre Média, dans le fond, vous avez quand même bien couvert Javier Milei avant que ce soit populaire. Oui. Donc, tu sais, vous avez une tendance à suivre beaucoup l'Amérique du Sud de votre côté. Fait que je suis quand même content qu'on comptait pour en parler de ce sujet-là très précis parce que il y a très peu de journalistes au Québec qui ont pris la peine vraiment d'étudier la question autant que ce que tu as fait de ton côté. Donc, ça risque d'être intéressant. Et pourtant, il y a une couverture à l'international de cette affaire-là qui est quand même pas mauvaise. Là. Je regardais Le Figaro, entre autres, qui a fait un article sur la déclaration du président argentin qui s'appelle « Le monde occidental est en danger à cause du socialisme », lance le président argentin Javier Milei à Davos. Et là, on nous dit costume sombre trop grand, chemise bleue, cravate satinée, souliers noirs et roue-flaquette. S'il a débarqué à Davos sans sa tronçonneuse, le nouveau président argentin Javier Milei a inauguré son discours ce mercredi au Forum économique mondial par une provocation dont il a le secret. C'est votre premier voyage à l'étranger depuis votre élection libre, avait souligné en l'accueillant sur scène Klaus Schwab, le président fondateur du World Economic Forum, sans oublier de féliciter la sœur de Javier Milei pour sa contribution à sa carrière politique. Et là, le gars commence. Qui nous a condamnés à la pauvreté, à la misère, à la stagnation? Et qui a été responsable de l'assassinat de plus de 100 millions d'êtres humains? Le socialisme. Et là, il semble avoir beaucoup de gens nostalgiques d'un certain socialisme, ou en tout cas d'un... c'est un peu ce que le prof Caron raconte aussi dans son bouquin. Bock-Côté aussi parle de ça. Ils sont nostalgiques du contrôle social qu'avaient les régimes socialistes. Je ne sais pas si tu as la même lecture, là, Jérôme. Oui, bon, après... Oui et non, là, c'est-à-dire qu'on est quand même devant quelque chose de nouveau, là, le capitalisme de surveillance. D'ailleurs, c'est ce qu'on ne comprend pas chez les journalistes qui pensent que Davos, c'est le summum du capitalisme sauvage. Oui, mais avec une version un peu... Il y a vraiment des journalistes qui pensent ça, là? Ben, c'est ce qu'on comprend là, avec l'article que mentionnait Frank en coulisses avant l'entrevue. Ouais. C'est pas le seul que ce genre de réflexe. Donc, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, des gens qui disent, voyons, le Forum économique mondial, c'est le summum du capitalisme sauvage avec la déréglementation, etc., des marchés. Non, mais il y a jamais de ça. Là, très à gauche. Donc, ils sont convaincus que c'est une réunion de riches, ce qui est le cas. C'est une réunion de riches, mais de riches qui veulent faire du contrôle social. On l'a vu avec la pandémie, c'est que c'est... Il faut vraiment commencer par la base. Il faut vraiment commencer avec le BABA pour les prendre par la main, ces gens-là, pour qu'ils comprennent quelque chose. Là. Mais donc, c'est... Oui, on est nostalgique de l'Union soviétique. Je ne crois pas on irait jusque-là. Mais on est dans, c'est ça, un capitalisme de surveillance, de contrôle social, ou après des mesures sanitaires, des mesures écologiques. On n'est pas tout à fait sur le même paradigme, là, que le même logiciel que le marxisme. Le sanitarisme, c'est un peu autre chose quand même, mais il y a des réflexes qui sont encore les mêmes. En fait, on se la joue futuriste beaucoup au World Economic Forum. On essaie d'être des prévisionnistes de l'avenir et tout ça, mais généralement, ils se trompent. Là. Mais juste préciser que ce que Milei, de ce que j'en ai compris de son allocution, et des gens qui critiquent le Forum économique mondial sur cet aspect-là, ou les gens de cette mouvance-là sur cet aspect-là, ils disent pas que, en gros, ils sont nostalgiques de l'URSS, de Staline, des goulags, tout ça. Ils disent, en gros, ils sont nostalgiques de l'idéal soviétique ou communiste selon lequel on peut planifier
en fait, l'économie. Exactement. Donc, c'est l'inverse du libre marché où, justement, tu laisses les individus libres d'interagir entre eux autres, de commercer entre eux autres. Eux, ils s'imaginent, avec le monsieur pas de cheveux, puis toute cette gang-là, qu'il suffit d'avoir le bon politburo. Donc, dans le fond, le gratin qui est réuni là ensemble vont décider de la bonne marche à suivre. Est-ce que vous avez le droit de prendre votre voiture? Combien de morceaux de linge par année vous devriez... Mais n'importe quelle personne libérale regarde ça et me dit, mais c'est pas de vos affaires, en fait. Vous n'avez pas... Parce que tous les régimes qui ont essayé de planifier la vie des citoyens au quotidien, même jusque dans des micro-comportements comme avez-vous le droit de faire un feu de foyer ou ce genre de conneries-là, tous ces modèles-là ont échoué lamentablement. Exactement. Oh oui, l'étatisme, finalement, là, Ouais, mur à mur. Oh oui, non, il y a des parallèles à faire. Donc, Javier Milei qui, effectivement, sert une leçon à l'establishment. C'est drôle parce que quand il a été élu, on voyait aussi des gens sur les réseaux sociaux qui disaient qu'il était à la solde du Forum économique mondial. Et moi, ça me faisait plutôt sourire parce qu'il y avait une photo de Milei sur le site du Forum économique mondial où on le présentait. Il faut quand même comprendre que Davos était le rendez-vous, il est encore d'une certaine élite. Et ça va continuer à l'être aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés par là sans qu'ils adhèrent complètement aux idéaux du Forum économique mondial. Il faut quand même faire la différence. On peut aller sur une tribune sans partager le point de vue de tous les gens qui se trouvent dans la salle. C'est un peu le principe de liberté d'expression aussi. On a tendance aussi à overrater un peu leur impact. Dans le fond, ça reste une conférence annuelle à chaque année. Il se dit beaucoup de choses complètement stupides qui ont une tendance planificatrice de centralisation, comme Frank le disait. Et malheureusement, des leaders faibles, à la Justin Trudeau, à la Chrystia Freeland, quand ils vont dans des conférences comme ça, ils reviennent au Québec la tête remplie d'idées, ce qui est une catastrophe en soi. C'est cet aspect-là du Forum économique mondial qui est déplaisant. Ouais. Remplir des cruches vides, finalement. C'est probablement un des forums où est-ce qu'on laisse croire aux gens vraiment qui ont des bonnes idées, puis des tatas comme Justin Trudeau pensent que ces idées-là sont bonnes pour vrai. Oui, il y a une influence très certaine. Puis au Québec, on est bon aussi pour ça, là, de se valoriser dès qu'on sent qu'on fait partie d'une élite, entre guillemets, là, on s'investit d'une mission, on est tout content de voir qu'on appartient à ce groupe-là. Parce que finalement, on ne s'est jamais élevé pour vrai. C'est-à-dire que, comment dire, quand tu as véritablement de l'ego, tu n'es pas une éponge dans la vie. Tu es capable d'en prendre, d'en laisser. Ici au Québec, on l'a vu dans la crise sanitaire, tu donnes un petit pouvoir à un commis de Walmart, tu lui dis, là, vous êtes garant de la sécurité sanitaire du Walmart. Et là, le gars s'emballe, puis à peu près, il retourne chez eux, il dit à sa mère, écoutez, moi, là, mon rôle, c'est de protéger la vie des gens à l'entrée. Donc, on est beaucoup comme ça au Québec. Je ne sais pas si vous voyez un peu le genre. Oui. On est rendu le maître du purel. C'est ça. Là, dès qu'on sent qu'on a un petit peu de pouvoir, un petit peu d'influence, et là, on se sent, c'est ça, on a une espèce d'euphorie, là. Mon Dieu, moi aussi, je participe à la grande messe mondiale. Je pensais que j'étais pogné dans mon rang. Ben non, moi aussi, je peux participer à ça. Donc, là, c'est les petits cons qui se réveillent, là, qui sentent, enfin, il y a beaucoup de ça quand même au Québec. Au Canada, peut-être un peu moins, parce que bon, c'est le colonialisme à la base. Là. Ça fait coloniser un peu, c'est ça que tu veux dire. Coloniser, oui, c'est ça. Ça fait, là, je sais pas, moi, le paysan qui arrive en ville pour la première fois, il y a des gratte-ciels ici, c'est spécial, j'avais jamais vu ça. T'sais. J'ai des gens de région qui arrivent à l'université, je ne veux pas être méprisant, là, et là, qui tout d'un coup, hier, ils conduisaient un F-150. Aujourd'hui, ils ont intégré un programme de développement durable à l'université, et là, ils se transforment en écologistes, et là, ils font la leçon. Mais là, Jérôme, tu as voyagé beaucoup cette année. Écoute, l'année passée, tu conduis un F-150 et là, et tout d'un coup, ils sentent qu'ils se sont affranchis de leurs origines. En le fond, c'est eux qui méprisent leurs propres origines, une espèce de je ne sais pas si vous voyez un peu. Là. Oui, je comprends. Et là, ils arrivent en ville et là, ils adhèrent au multiculturalisme. Là, hier, ils étaient quasiment racistes. Aujourd'hui, ils sont multiculturalistes parce qu'ils sont entrés à l'université, ils ont eu un séminaire de sociologie. Et là, ils te font de la leçon sur la diversité culturelle. Ben en fait, quand tu as un leader faible, il est facilement impressionnable, c'est ce que tu nous expliques. Puis Javier Milei, ce que j'aime de lui, ce qu'il a fait, c'est de dire, écoute, tu peux aller à une place comme Davos et dire tes trucs
que tu penses dans ta tête, puis il n'y aura pas de problème. Là. Je veux dire, ça reste un forum où est-ce que les gens peuvent s'exprimer. Puis je pense que d'arriver puis d'avoir ce type de discours-là à cet endroit-là, moi, je trouve ça fantastique. De montrer aux autres dirigeants mondiaux que hey, vos cochonneries de planification centrale, il n'y a pas juste ça. Il y a moyen de laisser let live and be live, là, laisser le monde vivre. Là. Il n'y en aura pas de problème. Fait que, moi, je pense que ce qui est arrivé là, c'est une bonne chose à la limite pour Davos, mais d'avoir une couple de dirigeants sur la planète qui commencent à s'éloigner un peu de la planification centrale, c'est une bonne idée, là, parce que c'est ça qu'on... On parle beaucoup de la pandémie, mais ce qu'on oublie, ce qui nous a vraiment gossé, c'est pas la pandémie comme telle, c'est pas Horacio Arruda comme tel, c'est pas François Legault à la limite, c'est le fait que le gouvernement décidait pour nous autres ce qu'on pouvait faire dans notre vie de tous les jours. Ce qui, fondamentalement, est de la planification centrale. C'est la chose qui doit lever le cœur de tous les libéraux au monde. Puis on n'est pas capable de le dire, on n'est pas capable de le faire, puis la réalité de Davos, depuis plusieurs années, c'était devenu des forums de planification centrale. Ben oui. On donnait des... dit, hein, je reprends des petits bouts quand même, c'est quand même assez délicieux, ces déclarations. Il a affiché pour l'Argentine son modèle basé sur les principes fondamentaux du libertarianisme, la défense de la vie, de la liberté et de la propriété. Ne soyez pas intimidés par des parasites qui vivent uniquement de l'État. Ne capitulez pas à l'avance de l'État qui n'est pas une solution, mais le problème. Vous êtes des héros et vous pouvez compter sur l'Argentine comme votre inconditionnel allié, a-t-il encore déclaré avant de conclure son discours par « longue vie à la liberté, merde ». Et en avion, en direction dans le fond de l'événement, il a écrit sur son compte Twitter « Je viens planter la semence de la liberté dans un forum contaminé par l'agenda 2030 socialiste ». Ils vont pas de main morte. Non, il va pas avec le dos de la main morte, comme disait Jean Perron. Mais ça nous heurte au Québec parce que, d'abord, on sait que le climat médiatique, il n'y a pas beaucoup d'idées différentes qui peuvent émerger de là, du système médiatique. Puis, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, dans le fond. Au Québec, dès qu'on est à 2 cm de l'extrême gauche, là, déjà, là, vous êtes peut-être d'extrême droite, là, tu es encore... Ouais, donc, il faut entendre le ton décomplexé de la droite latino-américaine pour comprendre vraiment ce qui se passe. Là. J'ai assisté à des conférences, d'ailleurs, d'amis de Milei. J'ai assisté à des conférences de Agustín Laje, notamment au Mexique, Miklos Lucas, des philosophes, des intellectuels latino-américain argentin. Miklos, par contre, lui, est péruvien. Miklos, c'est un autre dont j'oublie le nom. Et il faut voir le genre de spectacle qu'ils peuvent donner devant des foules de 1000, 2000 personnes. Ils sont contre l'avortement aussi, là, ça, faut le dire. Donc, c'est un autre niveau de droite. Là. Ça n'a aucun rapport. Moi, à côté de ces gars-là, je suis quasiment Québec solidaire encore. Et vous aussi, d'ailleurs. Donc, et ça, c'est la norme. Là. C'est pas les gens, ça les heurte pas. Là. C'est-à-dire que tu es dans une civilisation où tu peux tenir ce genre de discours-là. Tu peux avoir un gars qui a un col romain sur la scène qui lui dit bon, ben là, l'absence de Dieu, c'est un gros problème. Et tout le monde applaudit. Puis, au Québec, on est très, très aseptisé, une laïcité aseptisante. On est c'est comme un puritanisme inversé. C'est-à-dire, là, vous parlez de la religion. Non, on n'est plus là. C'est rétrograde. Ouais. On a de la misère à accepter que on parle encore de Dieu d'abord dans plusieurs pays, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Et que dans d'autres pays, ben, c'est beaucoup plus polarisé, finalement, surtout en Amérique latine. Donc, c'est ça qu'on reproche beaucoup à Milei, c'est la réaction aux manifestations. Vous avez vu, serre la vis pas à peu près aux manifestants. Mais on est dans des pays où tu peux vraiment perdre le pouvoir sur des manifestations de rue. Là. On l'a vu au Pérou encore récemment, c'est-à-dire que tu n'es pas au Canada. Là. Beaucoup de gens ont été très impressionnés par la répression policière durant le convoi des camionneurs. Moi, j'étais plutôt favorable au mouvement, mais je n'ai jamais pensé qu'il y avait une répression violente des camionneurs non plus, là, dans le sens où la suspension des comptes de banque, c'est inacceptable. On a vu toutes sortes de choses inacceptables parce que c'est un mouvement pacifique. Vous comprenez, dans un pays comme l'Argentine, les camionneurs se font donner des coups de matraque d'en face. Là. C'est ça, la réalité dans 90% des pays sur la planète. Fait que là, c'est sûr du Canada, quand Milei fait ci,
Oui, mais là, vous comprenez, il prend le pouvoir en Argentine par des mouvements sociaux qui réagissent. Donc, il faut quand même comprendre l'écosystème latino-américain pour comprendre Milei et comprendre qu'il a dû aussi s'associer à une droite plus conservatrice, beaucoup moins libertarienne pour prendre le pouvoir. Parce qu'il n'y a pas une majorité absolue de son côté. Là. Non, c'est un gouvernement de coalition. Donc, il faut qui courtise finalement la droite traditionnelle, le centre droit. Donc, dans son discours, la référence à l'avortement, tout ça, c'est la vice-présidente est vraiment conservatrice. Donc, c'est sûr que le conservatisme et le libertarianisme, ça peut avoir certaines oppositions. Là. Il s'est passé la même chose aux États-Unis avec la première élection de Donald Trump. Là. Donald Trump, on le voit un peu avec tout ce qui est sorti sur lui dans les dernières années. Donald Trump, c'est un libertin de New York. On ne rentrera pas trop dans les détails, là, mais c'est un gars qui aimait la bonne vie, les femmes. T'es vu un peu comme un genre de milliardaire un peu partouzard par les conservateurs américains. Et là, il se présente pour les républicains. Donc, ils ont été obligés de mettre à côté de lui Mike Pence, qui lui incarnait le flegme conservateur américain du gars qui va à l'église le dimanche et qui a une femme avec 9 enfants. Vous comprenez un peu le cliché? C'est un peu ça qu'on a fait en Argentine. Milei qui n'est pas père d'abord. Qui parlait que, aimait beaucoup son chien. C'est sûr, il a dit des trucs qui font sourire aussi. Donc, il connectait avec son chien, je ne sais pas trop, là, son chien décédé. Donc, ça reste tout un personnage, mais des fois, ça prend ça, puis c'est de la communication. Le gars n'est pas bête, là, il sait bien que c'est une stratégie de communication. Toute la tronçonneuse, tout ça, c'est des symboles qu'on envoie. Oui. Donc, c'est un électrochoc intéressant. Milei, ça va être très, très intéressant à suivre. Puis, j'avais les auditeurs à aller voir quand même l'entrevue que j'ai faite, là, ça a fait quelques semaines, mais avec Agustin Lafay, qui est un des proches de Javier Milei, mais vraiment un de ses proches conseillers. C'est pas dit dans l'entrevue, je le dis comme ça, mais Agustin était dans le bunker de Javier Milei à Buenos Aires le soir de sa victoire. Et sans voler le scoop, là, on travaille là, à Libre Média sur une entrevue potentiellement avec Javier Milei. Pour 2024. C'est une possibilité. On est assez près pour. Je te le souhaite, Jérôme. Je te le souhaite. Oui, ça serait vraiment intéressant. Il va falloir travailler, mais pour 2024, sinon, ça sera peut-être 2025, mais ça pourrait arriver. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, lui a choisi une autre stratégie avec ce passage-là à la rencontre 2024 du World Economic Forum. Mais honnêtement, je pense que sa stratégie est la bonne. À un moment donné, il faut que tu assumes ce que tu as à dire puis que tu ailles le dire plutôt que de te cacher dans une forme d'indifférence parce que tu sais, tu vas tout le temps. Les médias vont trouver un moyen, tes opposants, de te critiquer de toute façon. Parce que tu regardes le traitement qui est fait à Pierre Poilievre. Pendant des semaines, les médias nous ont dit hey, ça n'a pas de bon sens, il ne veut pas aller au World Economic Forum et il a dit à ses ministres qu'ils n'iraient pas niaiser là, on a d'autres choses à faire. Donc, si tu y vas pas, c'est pas correct. Puis si tu y vas, c'est pas correct non plus. Fait qu'autrement dit... côté de Milei, ça reste un enfant de cœur aussi. Là, c'est là qu'on on est au Canada. C'est ça, il faut sortir un peu notre environnement aseptisé pour comprendre que c'est chevaleresque l'Amérique latine. Les gars n'ont pas les mêmes mentalités. C'est pas l'appel du cabanon, là, l'Amérique latine. Les gars, il peut y avoir 12 maîtresses. Ils sont là pour se démarquer pour vrai. C'est pas la même mentalité. Là, donc, ils sont beaucoup plus fougueux que nous, qu'au Québec. Ben écoute, faire une transition de ce côté-là. Pardon? Faire une transition justement avec le Québec, la fougue qu'on va voir en politique en Amérique latine, qu'on a perdu au Québec, évidemment. Je pense que l'exemple de la lettre d'Éric Duhem dans Libre Média qui est publiée cette semaine est vraiment un excellent exemple de ça. Historiquement, au Québec, on aimait les débats enjoués. On savait que les péquistes, les libéraux, ça pouvait se tirer à pipe sa souveraineté. Quand André Pratt publiait quelque chose dans la presse puis que Jacques Parizeau n'était pas content, ben, il y aurait un droit de réplique à Jacques Parizeau qui serait octroyé éventuellement. Puis, ça se tirait à pipe de bord, comme ça, Québécois d'un bord, Jessica de l'autre à l'époque. Oui. C'était la belle époque, on dirait, mais maintenant, on est dans un milieu complètement aseptisé où est-ce qu'Éric Duhem tente par tous les moyens possibles de mettre son agenda politique à l'avant-scène, même s'il est ignoré par tout le monde.
réussit à faire des conférences de presse bien filmées, réussit à faire des vidéos bien filmées pour attaquer la taxe à l'essence qui, fondamentalement, fait chier les Québécois. Donc, un bon enjeu, un bon setup de conférence de presse, un bon vidéo, réussit à faire parler dans l'opinion publique et rien dans les médias ou pratiquement rien dans les médias, sauf une attaque de Stéphanie Gramont dans la presse à mots couverts. Donc, on fait semblant que c'est pas Éric qui tient ce discours-là, puis on fait semblant que c'est pas le Parti conservateur. On veut pas les nommer, mais on veut en parler. Fait que là, finalement, ça choque Éric Duhem, décide de faire une lettre de réplique, l'envoyer à la presse et se fait refuser la publication alors que la lettre, à toute fin pratique, est bien correcte. Libre Média a décidé de la publier de leur côté. Moi, je veux que tu nous parles de ça, tout ce processus-là, comment ça se passe, ainsi de suite. Puis, c'est quoi l'avenir du Québec si on refuse ce genre de débat-là qui, fondamentalement, est bon pour un média, normalement? Si l'objectif est toujours bien d'encore de vendre des abonnements à des membres, là. Oui, mais d'abord, les grands médias, on dirait qu'ils font exprès de s'enfoncer. C'est très étonnant. Plus ça va, on dirait plus ils sont mauvais. On ne sait pas trop ce qui se passe. Honnêtement, un manque de talent aussi manifeste. Tu dis, ben, c'est un talent, dans le fond. Tu es tellement mauvais qu'il faut que tu aies le talent de l'être. Là. Non, mais c'est phénoménal. Tu regardes les statistiques. Je ne veux pas encore pour nous vanter, mais c'est pas normal que Libre Média ait des vues comparables à Radio-Canada sur certaines vidéos. Radio-Canada a 1 milliard de budget. Là. C'est quelque chose que vous n'avez vraiment pas compris, les amis. D'ailleurs, on a battu nos records là, de visionnement récemment. On a 2 vidéos, une à 210 000 vues. C'est la première de 2024. L'entrevue avec Xavier Moreau. Donc, on est rendu... une autre aussi va faire du 200 000 visionnements quand même. Là. Donc, les 2 premières vidéos de l'année ont assez bien marché. Donc, ça, c'est des vues qui se comparent des grands médias, autant français que canadiens. Mais encore là, je pense que tu identifies les personnes que tu interviews comme étant des interdits un peu. C'est la raison, je pense, que les vidéos pognent, dans le sens qu'on essaie d'ignorer ces gens-là, leur discours, qui est non conventionnel. Qui est non conventionnel, mais les gens, justement, en essayant d'ignorer ces gens-là, ça fait en sorte que quand ils ont la parole, ça fonctionne. Oui. Non, il y a toujours de ça. Donc, des gens qui, effectivement, à qui on ne donne pas la parole dans les grands médias. Mais pour te répondre, Yann, donc avec Duhem, c'est étonnant parce que c'est un média qui refuse finalement de faire du clic d'une certaine façon sans vouloir faire dans le clickbait. C'est-à-dire, tu as un politicien connu quand même. Si on regarde les statistiques, Duhem reste un des politiciens qui a la meilleure exposition médiatique au Québec, même s'il n'est pas député. Donc, tu te prives d'une micro-controverse qui amène effectivement des lecteurs dans ta plateforme qui ne sont peut-être pas à la base des lecteurs de ta clientèle cible. Donc, c'est un peu étonnant. Donc, on s'enfonce, on continue de s'enfoncer dans le consensus étouffant, c'est une société, évidemment, qui est bouchée actuellement. Le Québec, moi, ça m'étonne. Je suis un peu découragé de l'état de la société québécoise. On dirait que personne ne s'en rend compte, mais le déclin est assez manifeste, je le répète souvent. Mais il me semble que depuis la rentrée, évidemment, qu'il n'y a jamais été... il n'y a pas eu une rentrée ici depuis... je pensais que la semaine passée, le lundi, il se passait quelque chose. Vraiment, on attend toujours qu'il se passe quelque chose. Bon, là, l'actualité est un peu redémarrée, il faut l'avouer. Mais vraiment une société chalet, là... où on a peur des idées différentes, puis ça donne rien de très positif, puis de très fécond. Il n'y a pas de vitalité finalement dans le débat, dans la société. Et c'est ça qui est un peu... j'ai de la misère à cerner l'intérêt, par exemple, de la presse là-dedans. Puis je le disais aussi à Yann hier, je pense, dans un autre podcast. Québécois avait fait la même affaire quand il y avait eu l'espèce de controverse entre Geneviève Peterson et Jonathan Hamel. Avait refusé de publier la lettre de réponse de Jonathan Hamel à Geneviève Peterson. Je me dis, mais honnêtement, je pense par exemple à toi quand tu as fait un article sur le livre de Catherine Dorion. Je me dis, si Catherine Dorion t'écrit en disant hey, je veux faire un droit de réplique, tu as tout avantage à publier ça. C'est clair que ça va faire un show avec ça. Tu sais, OK, Catherine Dorion réagit à l'éditorial de Jérôme Blanchet-Gravel, puis après ça, tu peux réagir à ça. Tu sais, D'ailleurs, on est partant là, pour une entrevue avec elle
Grande entrevue avec Catherine Dorion. Je l'ai déjà dit à Radio X, qu'elle m'écrive, puis ça va être très respectueux. Regardez ce qu'on fait. On n'est jamais très belliqueux non plus. On a un ton tout à fait journalistique. En fait, moi, je suis plutôt flegmatique, dans le fond. Là, je suis pas, les gens pensent que je suis un malade, mais dans le fond. Mais ça, c'est. Ouais, c'est ça. Mais ça aussi, c'est un truc. Pas tout le monde, mais en tout cas. Ouais. Mais ça, c'est un truc qui différencie vraiment le Québec de la France là-dessus. J'ai écouté une émission l'autre fois, une espèce d'émission là, avec Cyril Hanouna, là, où il y avait un débat sur justement la criminalité. Il y avait un débat sur la criminalité en France, tout ça. Et l'animateur blastait ses propres chroniqueurs. T'sais. Ça, c'est un truc que tu verrais jamais. C'est un show étrange, ça. C'est un show étrange, mais tout ça pour dire que les gens là-bas en France, ils savent qu'ils sont invités à cette émission-là. Il y a la moitié des gens sur le panel qui sont là pour te cracher à la gueule quand tu vas parler, l'autre moitié pour faire un peu les gens neutres. L'animateur peut te parler par-dessus, dire que tu es un salaud, tu sais. Mais ici, les gens, t'as beau leur écrire. Nous autres, on le fait. Là, on invite des gens, ça va être cordial. Regardez toutes les autres entrevues qu'on a faites. On n'a jamais mangé personne, on n'a jamais attaqué personne particulier. Les gens ont peur, sont terrorisés. Ben oui. À l'idée de juste être filmé en train de donner une opinion, en train de s'expliquer sur un sujet. Là. Encore là, tu vois deux mentalités complètement opposées. Ça, ouais, quand je dis on a peur de tout, là, au Québec, vraiment, on ferait une entrevue sur le gaspillage alimentaire, puis genre le président de métro se chierait dans les bobettes. Là, c'est comme. Ouais, c'est ça, il est comme. C'est que tu as deux clans. Tu as le clan des médias neutres et indépendants qui trient l'information et qui sont subventionnés et qui sont déficitaires et qui, en bout de ligne, sont en déclin, mais qui refusent de parler à des gens qui amèneraient un peu de diversité d'opinion ou du moins de controverse dans leurs médias. Et tu as le clan des gens qui ont une croissance, qui sont dans le média alternatif, qui carburent uniquement... On est ignorés, tu vois. Ils font semblant de nous ignorer. Et qui carburent presque uniquement à l'abonnement de leur côté, et qui sont rentables, et qui sont en croissance, et qui veulent interviewer des gens du clan adverse, qui veulent avoir le clash d'idées, et que c'est le clan adverse qui se défile sans arrêt. C'est un milieu vraiment cheap aussi. Tu sais, en France, un média indépendant est créé, né, est fondé, c'est-à-dire, et un grand média va faire un article, le Figaro va faire, ou Le Point, ou Marianne, donc comme un intermédiaire, va faire un article, bon, regardez, il y a un nouveau média qui est né, factuel, qui, bon, il va y avoir telle ligne éditoriale. Donc, on le voit, là, les grands médias peuvent des fois de faire une passe à un média indépendant. Peut-être que ça va être moins vrai dans les prochaines années parce que la concurrence va être plus féroce. Mais au Québec, tu ne verrais jamais ça. Verrez-vous la presse dire, bon, Libre Média et un nouveau média a été créé au Québec, Libre Média, petit article avec le rédacteur en chef. Ben non, c'est impossible. En France, on peut voir ça encore. Les Français pensent qu'il n'y a plus de liberté d'expression en France. Moi, ça me fait rigoler à comparer au Québec. C'est-à-dire, oui, ils ont à peu près les mêmes problèmes, mais au Québec, c'est pire. Tout est pire au Québec. C'est entre Paris et Montréal, il n'y a aucune comparaison en termes de vitalité intellectuelle, culturelle, etc. Donc, mais non, c'est cheap. Puis on sait qu'on est observé, on sait qu'on est craint d'une certaine façon, mais personne ne va en parler. C'est-à-dire qu'on est comme le gamin de 8 ans qui a un magazine de femmes nues. On le sait qu'il le lit et qu'il le cache en dessous de son lit, mais personne ne le dira jamais à sa mère. C'est ça, les médias indépendants. Ouais. Ça, c'est les médias traditionnels. Sa mère, quand elle fait le ménage, elle l'a vu, mais elle fait semblant qu'elle ne l'a pas vu. C'est ça. On parle avec le père le soir couché dans le lit, c'est ça. On est lu en cachette, là, un peu comme si, c'est comme, là, tu t'effaces Libre Média de ton historique, un peu comme si tu venais de consulter un site X. Je rigole, mais c'est quasiment ça, tu sais, puis ça peut être un gars de Radio-Can, puis il efface ça de son historique avant de rentrer à job. Non, je sais pas, tu sais, je rigole, mais vous voyez un peu le genre, ils font semblant de nous ignorer, c'est vrai pour vous, pour nous. Puis, c'est vrai pour Joanne Marcotte avec son livre. Les qui ont été repris par Radio-Can, c'est pas vrai qu'on est ignoré et qu'on vaut rien par rapport à la qualité de l'information. Les journalistes professionnels qui, eux, ont des DESS en journalisme.
Mais il ne faut pas penser que cette chose-là va changer. Fais juste regarder. Non, mais fais juste regarder l'entrevue qu'on a faite avec Bock-Côté la semaine passée. S'il n'y a pas Québécois, il est absolument ignoré des médias québécois. Alors que c'est probablement le Québécois le plus connu, à part Georges Saint-Pierre. Là, je veux dire, actuellement, là, en tout cas, ceux qui regardent la télé, là, tout le monde dit c'est qui. Le gars est connu en France, tout ça, il est connu partout, mais sort un nouveau livre qui est un best-seller, pas invité par la presse, pas d'article dans Le Soleil, ni dans la presse, ni dans Le Devoir, ni même pas pour le planter. Il utilise la stratégie de « on n'en parlera pas », qui est clairement une idée, qui est clairement une posture 100% idéologique parce qu'il y aurait tout à gagner à le faire puisque ça attire des vues, puisque ça génère de l'interaction, tout ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est un peu incompréhensible. C'est que ces gens-là nous disent... C'est ça, ces gens-là nous disent « Oh, mais on a une perte de revenus reliée aux médias sociaux, tout ça », mais ils font constamment tirer dans leur propre... dans le bateau tout le temps. Pour des raisons qui sont un peu étranges. Puis ça profite à Libre Média. Donc là, vous avez pu publier l'article en fait, la réponse de Duhem. Là, il y a aussi, c'est ça, un article de Jean-François Caron qui, avant qu'il collabore avec des gens comme nous, se faisait appeler à tout bout de champ par Radio-Canada et par TVA. Maintenant, le téléphone ne sonne plus. J'ai vu aussi, il y avait un article de Jonathan Hamel sur le Bitcoin aux États-Unis. Vous avez plein de collaborateurs, de gens qui écrivent maintenant et qui sont des gens, moi en tout cas, je consulte votre site, je lis les articles, ça me paraît de qualité, ça me paraît intéressant. J'ai lu ce matin aussi le texte sur les agriculteurs allemands qui a été écrit par Xavier Bélanger. Oui, cette personne en a parlé vraiment au Québec. Un bon compte-rendu d'un nouveau journaliste. Oui, bon, on en a parlé, nous, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis personne n'en a parlé. Là. Dans la presse écrite, je veux dire. C'est ça, dans la presse écrite, mais nous, on a fait quand même un podcast assez complet sur sur l'énergie en Allemagne, en fait, puis on a parlé aussi de Bjorn Lomborg en lien avec ça. Puis bref, c'est un sujet qui a été traité, c'est un sujet intéressant. Probablement si les médias étaient brillants, ils auraient pu saisir l'occasion de publier le texte de quelqu'un comme ça. Mais pour des raisons ils sont perdants. On ne comprend pas leur stratégie d'affaires, si on peut dire, leur plan d'affaires. C'est très étrange. Mais ils vont continuer, ils vont persister, signer. La qualité, ça ne s'améliore pas. Le Journal de Montréal, tu regardes semaine après semaine vraiment les grands enjeux. Hier, au Journal de Québec, un article sur une personne qui est nostalgique de son appartement duquel il a été investi il y a 10 ans. Il y penserait chaque jour. Donc, c'est fantastique, ce genre d'article-là. Là. C'est vraiment un autre grand cru classé. Ouais, je t'en ai envoyé aussi hier un autre grand cru, là, quand même, la ville de Toronto, qui interdit sur 45 buttes et montagnes le fait de se glisser en toboggan. Donc, dans le fond, les jeunes qui se glissent en toboggan peuvent se tuer avec ça, peuvent se casser, je sais pas, des hanches, des pieds, tout ça. Donc là, la ville a mis un nouveau règlement, plus le droit de se glisser avec un petit traîneau sur 45. Ils ont fait un inventaire de 45 buttes dans la ville. Et les jeunes n'ont plus le droit de se glisser avec un toboggan là-dessus. Ah, puis le maire de Québec, lui, éventuellement, comme il n'y avait pas de neige cette année à Noël, il commence à penser à mettre des canons à neige à Québec. Ouais, c'est quoi ça? Ça, c'est genre... Il y a quelqu'un, je pense, c'est du Soleil, qui posait des questions, puis il disait « Ouais, les patinoires, c'était plate un peu cette année. À Noël, on avait juste 4% d'ouvertes, blablabla, puis les gens ne peuvent pas se glisser. » Puis je pense qu'il y en a un qui a comme lancé l'idée, on pourrait-tu mettre des canons à neige? Je dis, hey, ce serait une bonne idée, on pourrait envisager ça, on pourrait mettre des canons à neige pour faire des buts pour que les enfants puissent se glisser. Puis là, j'étais là, on s'en tombés sur la tête, man. C'est Québec, là. On va mettre des canons à neige, mais on va aussi créer un registre des poêles à bois. Vous avez vu ça aussi? Puis à Montréal, ils vont faire des registres de buts pour se glisser aussi. Là. Ça va? Je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va. Je m'en doute, là, vers nulle part, là. Mais c'est très spécial. Et souvent, on dit que c'est les grands médias. Bon, il y a les grands médias et la population, mais malheureusement, les grands médias tentent de plus en plus à refléter un certain état d'esprit qui est heureusement pas partagé par l'ensemble de la population, mais qui est quand même présent. Donc, un repli assez clair sur notre coin de pays.
Puis, est-ce que l'immigration va pouvoir vraiment changer la donne? On s'est dit, avec le nombre d'immigrés qu'on reçoit par année, il va y avoir une sorte de changement de société. Là, je ne sais pas si ça va être même possible dans le sens où là, il y a un nombre d'immigrés assez important qui arrivent au Québec et on ne sent pas que c'est suffisant. Enfin, je ne veux pas augmenter encore plus le nombre d'immigrés, mais il n'y a pas encore le dynamisme n'est pas revenu. Là. C'est drôle que tu en parles. Dans notre partie Patreon aujourd'hui, on a fait quasiment une demi-heure sur la démographie. Ouais. Puis, les conclusions qu'on a assez rapidement, c'est le taux de fécondité. C'est une catastrophe au Québec. Là. Il est rendu très bas. Le taux de fécondité de l'île de Montréal est à 1,29. Ça veut dire, pour vous donner une idée, 2,1, c'est le taux de fécondité nécessaire pour maintenir une population au même niveau. On est à 1,29 sur l'île de Montréal. Fait que les Montréalais ne font pas de bébés. En plus que les Montréalais fuient l'île carrément. Ben ouais. Est-ce que l'île de Montréal est en train d'être conquérie par les immigrants? Ben, en toute objectivité, c'est sûr que ça l'arrive. Je veux dire, les gens font pas de bébés puis s'en vont. C'est ça, tu te plains du bonjour aïe à les longueur de immigrés sont journée. censés faire des enfants, par contre. Là, il y en a beaucoup à Montréal là, pour du 1,29. Il n'y a pas de taux de fécondité. Ben, c'est sûr que l'immigration aussi, les bébés, des fois, sont souvent faits à l'extérieur. Je veux dire, ils n'ont pas été conçus au Québec, là, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Mais le taux de fécondité, c'est les naissances. Mais à surveiller, moi, 2024, les chiffres, il y a des grosses chances que pour une des premières fois, on ait une année au Québec où ce qui va avoir plus de décès que de naissances. Ce serait une des premières fois, en fait, que ça arriverait. On a eu un trimestre que c'est arrivé, je pense, en 2023, mais pour une année complète, c'est pas encore arrivé, mais c'est sur le point d'arriver. L'année passée, on a eu 80 000 naissances, 78 000 décès. Donc, il y a des chances que ce soit 2024 ou 2025 que le passage se fasse. Là. Ouais. Qu'on soit carrément la population de souche, là, qu'elle soit complètement en descente. Ben, c'est ce que Elon Musk avait dit dans un podcast il n'y a pas longtemps. Il avait dit vous savez, quand le déclin d'une nation commence, quand on vend plus de couches pour personnes âgées que de couches pour enfants. C'était une phrase quand même un peu provocatrice, mais c'est ça pareil. Là. C'est ce que vit le Japon, c'est ce que la Chine, d'une certaine manière, est en train de commencer à vivre avec un déclin de la population. Là, on voit l'impact de politiques natalistes un peu étranges, là, comme la politique de l'enfant unique. Planification centrale. Ben oui, ou des gens, des coins complets de la Chine où il y a beaucoup trop d'hommes, contrairement au nombre de femmes disponibles. Bref, toutes sortes d'enjeux qui nous amèneraient ailleurs. Mais tu parlais tout à l'heure, Jérôme, des grands enjeux. Quand même, Oui. faut mentionner, tu nous en avais parlé la dernière fois, je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Donc, la libre boutique. Oui, la libre boutique, grands enjeux. Oui, la libre boutique. Donc, ici, on voit un white angry man. Avec des grosses pipes, c'est sûr que c'est un fasciste. Ben oui, le gars, il va au gym en plus, imaginez. Ouais, c'est ça, le gars, des protéines, peut-être qu'il mange du steak également. Ben, juste rappeler que selon Radio-Canada, aller au gym, c'est être de droite. Hein? Je ne sais pas si j'ai peut-être encore même l'extrait quelque part ici. C'est tout ça ici? Non, c'est pas ça. Mais bref, oui, je l'ai, on y va. Porte-parole de la science. Bon, c'est la science humaine. Science humaine avec un petit échantillon. Ça compte. Mais c'est de la science quand même. Oui. Donc, selon l'Université Brunel à Londres, la fréquentation de gym et la musculature seraient associées aux idées de droite. Et eux, ils ont découvert que plus tu benches, plus tu vas avoir tendance à tolérer les inégalités socio-économiques. Wow! Wow. donc, tout ça pour dire que Radio-Canada le dit, fait que ça doit être vrai, vu qu'eux autres sont neutres. Je peux montrer peut-être d'autres produits. Oui, donc c'est ça, mais je le trouvais bien parce que c'était les grands enjeux. Mais il y a un inventaire de couleurs, des casquettes, tout ça. T'as même ta face sur un gilet, Jérôme. Oui, ça, c'est le parfait trolling. La gauche capote ses réseaux. Ils sont tous hystériques d'avoir vu ça. C'est super drôle à voir. Ben oui, parce que en général, on va voir Lénine, on va voir Trotsky avec ce design-là. Mais ça, c'était pas la campagne électorale d'Obama, ce design-là? Oh oui. C'est le design, effectivement. Obama, c'est du trolling pour ceux qui... une sorte, enfin, quelque chose dans ce genre-là. Donc, et toutes les pages anonymes de gauche, tout à fait hystériques, là, voyons donc. C'est vraiment... Ils sont tellement puritains, c'est incroyable. On parle quand même bien juste d'un T-shirt, là.
Mais juste pour voir leur face d'imbécile hystérique, ça valait la peine de sortir la T-shirt. Oh, ouais. Mais c'est vraiment cool. Ils sont anonymes, ils sont tellement lâches, évidemment, que tous ces gens-là ne s'affichent pas. Mais c'est marrant. C'est très marrant. On va avoir d'autres produits. On va sortir probablement des trucs Fleg. Fleg nous prépare d'autres trucs. Donc, je pense que vous aviez lancé depuis un moment, vous, votre boutique en ligne. Hein? Ouais, on y fait pas Ouais. attention. Sur YouTube, je pense qu'il est affiché. Ouais. Ouais, sur YouTube, il y a plusieurs produits quand même que les gens peuvent acheter. Là. Il y a des tasses, il y a des casquettes, il y a des chandails. On va être dû pour une mise à jour, peut-être un peu dans votre genre aussi. Mettez vos faces sur des tasses, puis là, vous allez avoir une bonne pub de la gauche. On a mis ça à la Geloso. Ils ont même, en fait, on a eu des pubs de la gauche aussi. J'ai vu du monde capoter sur le fait qu'il y avait un coussin à vendre avec la face de Geloso. On n'en a pas vendu, tu sais. Mais de la manière que la boutique est faite, c'est que tu envoies tes designs, puis après ça, les produits se mettent à jour automatiquement. Tu sais, c'est comme... Il y a moi puis Frank, on n'est pas arrivé un soir pour dire hey, on vend-tu des coussins avec la face à Geloso dessus? C'est sûr que le monde va acheter ça, ça va être vraiment bon. C'est pas arrivé, ça. C'est un gag aussi. Là, c'est drôle, pareil. On parle souvent on parle souvent du côté premier degré de certaines personnes, mais c'est incroyable comment la capacité à saisir de l'humour. C'est comme on a un auditeur qui nous avait fait faire une casquette parce qu'on avait lancé le slogan Make the PLQ liberal again. Et il y a un auditeur qui nous avait fait faire une casquette rouge, avec le hashtag dessus, mais fait un peu boboche puis tout ça. Mais là, il y avait des commentaires sur la qualité de la calligraphie, des trucs comme ça. Mais c'est comme. C'est des blagues, c'est des je sais pas, il y a tellement des gens premier degré, c'est incroyable. Sérieux, ils comprennent pas. Mais les gens savent même plus lire le conditionnel. On peut plus être ironique, on peut plus employer le conditionnel. Même au devoir, la capacité de lecture des lecteurs est assez basse. J'avais publié un texte à l'époque qui m'avait beaucoup étonné. J'employais le conditionnel et les gens étaient convaincus que je défendais le multiculturalisme. Je disais, oh, pas là, j'étais moins connu à l'époque, mais disons que d'abord, moi qui défends le multiculturalisme, c'était un peu étonnant. Puis après, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas les phrases au conditionnel. Les lecteurs du devoir étaient complètement outrés. Je disais qu'il fallait instaurer une 6e République en France en harmonie avec le communautarisme religieux. Évidemment, c'était au conditionnel. C'était selon la logique de l'auteur que j'amenais, René Guénon. Et les gens étaient convaincus que je proposais de fonder une 6e République en harmonie avec le communautarisme religieux en France. Les lecteurs du devoir. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens comprennent que la tasse de Geloso, c'est pour rire, d'une certaine façon. Ils pensent que c'est le culte de la personnalité de Geloso et qu'on veut en faire le prochain premier ministre du Québec, absolument. Ben oui. Pour déréglementer tous les secteurs de l'économie. Eux, ils pensent ça. Et juste pour la petite histoire, il y a une tasse aussi sur laquelle il y a le Make de PLQ Liberal Again. Et cette tasse-là a été utilisée par Vincent dans une entrevue qu'il a faite pour un article avec un journal allemand. Et dans la photo qu'ils ont mis dans l'article de journal, si on zoome, on peut très bien voir la tasse. Donc, ce slogan-là s'est rendu jusqu'en Allemagne. Tout ça pour dire que c'est du petit trolling qui nous amuse là, quand même. Là. Faut quand même conserver le hashtag les grands enjeux. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui pensent que quand tu parles de ces trucs-là, tu fais référence à des vrais grands enjeux? Clairement, c'est un truc ironique. Là. C'est ça qui est fou. Mais tu vois, ils n'ont pas de sens de l'humour, ces gens-là. Puis ça les déstabilise tellement qu'on puisse avoir cette espèce de souplesse d'esprit. C'est-à-dire il faudrait être totalement dogmatique comme eux le sont. Je ne sais pas trop comment ils pensent qu'on pense, mais c'est un peu étrange quand même. C'est très étrange. Écoute, en terminant, peut-être, est-ce que vous avez un article qui est dans le four ou un grand entretien que tu pourrais nous dévoiler, ce qui s'en vient peut-être là, pour les prochains jours, prochaines semaines? Je sais que là, vu que tu t'en vas au Mexique, je ne sais pas si vous avez des trucs particuliers prévus avec ton passage là-bas, des entrevues ou... Sûrement, oui, sûrement. Là où dans les prochains jours, on a beaucoup de choses en fait en banque. Là. On a un entretien quand même avec le grand écrivain Boilem Sansal, très connu, qui publie un nouveau livre. Qu'on a interviewé à Paris, un journaliste là-bas, Alexis Brunet. Donc, Boilem Sansal, c'est un des écrivains les plus en vue dans le monde francophone. Donc, quand même. Donc, ça, je pense que ça va être pour aujourd'hui.
Sinon, plein de choses. Honnêtement, YouTube, allez voir ça, ça explose. J'ai aussi une entrevue sur le dossier de Jeffrey Epstein aujourd'hui même avec un criminologue français donc, qui a fait une enquête vraiment approfondie sur le réseau d'Epstein. Il parle de la Big Tech, là, les ramifications en Californie. Donc, un des criminologues les plus sérieux en France. Donc, ça aussi, c'est assez renversant, là. C'est quelqu'un qui ne croit pas du tout à la thèse du suicide de Epstein. Et c'est quelqu'un aussi qui critique beaucoup les complotistes, là, ceux qui considèrent comme étant les vrais complotistes. Donc, c'est pas non plus quelqu'un qui se laisse aller dans toutes sortes de théories un peu plus louches, là. Donc, c'est très sérieux, ça, à voir tantôt sur notre chaîne YouTube. Parfait. Bon, on invite les gens à aller voir ça, ainsi que le site web, donc libremedia.com. Vous pouvez voir aussi la boutique, donc la Libre Boutique, avec le matériel, mais aussi, si vous voulez voir les grands entretiens auxquels on a fait référence, auxquels j'ai participé, auxquels il y a eu le prof Caron, il y a eu Frédéric Tétu, il y a eu plusieurs personnes de parler, Xavier Moreau tantôt, vous avez reçu Maria Mourani, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de stock à se mettre sous la dent, donc allez voir ça. Christian Saint-Germain aussi, à revoir l'entrevue. Sur la chaîne YouTube. Sur ce, on se reparle. On se reparle bientôt, Jérôme. Je ne sais pas quand exactement tu vas être de retour et si ça pourra se faire dans les prochaines semaines. On pourra en faire de là-bas, là, quand même. Oui, en direct d'un petit pub mexicain ou quelque chose. Là, oui, évidemment, je vais travailler, moi, là-bas. Les gens, évidemment, pensent que je passe ma vie les pieds dans le sable. D'abord, je ne serai pas à la plage. Puis, deuxièmement, oui, je continue à travailler. Excellent. Donc, j'espère un peu moins, mais je vais évidemment travailler. Donc, aucun problème de ce côté-là. Excellent. Bon, merci tout le monde. On se reparle. À très bientôt. Bye. Bye.